Bon, ben, j'ai rien. J'ai rien. On parlait du Super Bowl vendredi. Là, c'est ça. On est mardi. Parfait. Hey, on est en formule. Lance l'intro. C'est ça. OK, personne aime ça. Marc-Antoine a contaminé tout le monde. Non, Personne aime ça. Moi, j'aime ça. Personne aime ça, les petites conversations par rapport du début. C'est ça. C'est toi qui viens d'admettre la défaite, là. Non, mais des fois, c'est d'abord... des fois, faut pas forcer les choses. Moi, je crois beaucoup dans ce... Comme là, je m'apprêtais à forcer les choses, puis j'aime mieux pas. Donc, je ferai pas ça. Il y a le Super Bowl vendredi. On en parlera vendredi. Allez-vous... Est-ce que ça va vous tenter d'en parler vendredi? Beaucoup. Mais là, c'est même pas... Puis on va pouvoir en parler mardi 100% prochain aussi. du niaisage. Une fois que le Super Bowl sera terminé. Non, je l'écoute jamais. Jamais. Des fois, je tombe sur le 4e quart à la fin, mais j'ai l'impression que je c'est le travaille. meilleur. Ouais. C'est le meilleur quart. La mi-temps, Ouais, la poitrine aussi, c'est pas pire. c'est le choix du chef. Le mi-temps, non, la mi-temps. C'est qui la mi-temps cette année? C'est une bonne question, je sais pas. Ah, on me souffle à l'oreille. Alors, on me dit Kendrick Lamar. Ah, c'est Kendrick. C'est Kendrick Lamar, ça va être bon. Mais hein? As-tu regardé les Grammys? Non. Marc-Antoine? Ce serait bien en duo avec Drake. J'aimerais ça. Ah, la réconciliation? Ça serait drôle. Ce serait comme une métaphore. Ça risque pas d'arriver. Hey, j'ai vu, ça me fait penser. Tu vois, regarde. Apparemment, là, j'ai vu ça là, sur les réseaux sociaux. Je l'ai pas vérifié, là, et tout ça se passe. C'est organique. Mais Chris Nyland aurait pas trouvé ça normal que les joueurs du Canadien aillent féliciter Marc-André Fleury après son triomphe. Avez-vous, est-ce que Qui ça a vous dit pas quelque trouvé chose? ça normal? Chris Nyland? Ça me fait penser, là, les chicanes, pas de chicanes. Martin Leclerc non plus, je te dirais. Ah oui? Ah, il est pas là pour se défendre. D'ailleurs, Martin ne sera pas là cette semaine. On Je l'a pense libéré. pas qu'il aurait à se défendre. Là. Tu connais Il n'est pas là Martin, pour se mais défendre. C'est chiant. Il te C'est le chiant ce que tu dirait fais. explicitement. OK. Non, ben je peux comprendre là, que la dernière affaire dont d'ailleurs, Brendan Gallagher avait comme quitté un peu. Il était rendu dans le Il corridor. y a un alignement, là, je trouve, moi. Puis là, Gallagher, Nyland, Leclerc. Il y a un alignement. De façon, C'est comment vrai que dire... Leclerc Des est capable vétérans de de jeter, leur... Des vétérans, c'est capable ça. de jeter leur milieu les gants respectif. Ouais. si besoin est. Mais la Gallagher était rendu dans le corridor, survire, voit que tout le monde est sur la glace, fait comme, rebrouche chemin. Puis il était le dernier en ligne. Je suis pas sûr que ça lui plaisait tant que ça. Puis c'est pas une question de manque de respect envers l'adversaire. Là. C'est que ça fait calinours un peu quand même. Ça fait tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Puis ça reste dans la Ligue nationale. Puis là, tu viens de perdre un match, t'es fait planter. Puis ils peuvent aller voir Fleury après dans les corridors, dans l'antre de l'amphithéâtre au Centre Bell. Ça m'a pas dérangé personnellement, mais je peux comprendre comme athlète professionnel que t'as vraiment pas envie de faire ça. Puis ça, à l'inverse... Ben, il aurait dû pas y aller. S'ils avaient quitté la glace, ça m'aurait pas dérangé non plus. Là. Je veux dire, Fleury a été accueilli en héros par les amateurs, puis c'est bien correct. Autant que s'il avait passé plusieurs années à jouer pour le Canadien de Montréal. Je pense que c'est un témoignage de son charisme, de l'attachement que les Québécois ont eu pour lui dans sa très, très longue carrière. Puis tant mieux. Mm-hmm. Après ça, je comprends aussi très bien l'argument qui veut que c'était peut-être pas nécessaire de la part des joueurs du Canadien, mais ça a l'air que c'est Mike Matheson qui a pris ça en charge. Puis ils ont suivi. Ben, tu sais, après des compétitions, des tournois d'envergure, les équipes vont se serrer la main après une défaite. Là, dans ce cas-ci, c'est un match qui n'avait pas en soi de grande envergure. C'est 1 parmi 82. Puis c'est l'occasion de saluer un gars qui va être nommé au Temple de la renommée à sa première année d'admissibilité, puis de reconnaître l'ensemble de sa carrière, puis d'être aussi en appui. Tu sais, en anglais, il y a l'expression « read the room ». Là. Ben là, les joueurs aussi sont allés au diapason de ce que la foule avait exprimé durant toute la soirée. Fait qu'à un moment donné, tu sais, oui, vous venez de perdre le match, là, mais c'est pas d'aller serrer la main de Marc-André Fleury qui devrait irriter votre ego, c'est peut-être plus la performance que vous venez d'offrir. Oui, parce que c'était bien ordinaire. Ben, je pense que c'est justement en raison de ça qu'il n'avait pas le goût de prolonger le séjour là, sur la glace. Oui, mais le match est fini. Non, écoute, j'ai pas de problème avec ça, je comprends très bien. C'est parce que le geste, même s'ils avaient gagné... Je vois ce que tu dis. Est-ce qu'on a fait ça pour Patrice Bergeron à son dernier match à Montréal? À chaque fois qu'un membre du Temple de la renommée va quitter la scène, Zdeno Chara, allons lui serrer la pince. Non, j'exagère, mais Bergeron, c'est un bon exemple, par exemple. Là. Absolument. C'est parce qu'on le sait rarement d'avance. Hein? Bergeron, si je ne m'abuse, il s'était blessé le soir de son dernier match à Montréal.
Ben, Puis il a quitté la rencontre. On n'était pas certain que c'était ça, mais finalement, il est revenu à la toute fin des séries. Il avait manqué. On n'avait pas fait une année après ça? Ça, c'était pas l'avant-dernière C'est l'avant-dernière année? Il me semble que oui. Mais bref. C'était blessé au tout dernier match de la saison. Ça, je me souviens de ça. C'est l'avant-dernière. Je me souviens pas s'il a fait... Mais je pense qu'il a fait une année après, C'est ça. effectivement. Je pense que c'était l'avant-dernière année. En tout cas... Oui, parce que c'est l'année où les Bruins Les Canadiens sont mieux de ne pas perdre le soir où Sidney Crosby va venir pour la dernière fois parce qu'ils vont vouloir rentrer au vestiaire puis ils vont babouner. Non, mais je pense que le facteur... parce que Alex disait, tu sais, Fleury n'a pas joué pour le Canadien. C'est ça qui est particulier aussi, mais ça reste... c'est ça. Ça reste quelqu'un qui est d'ici, quelqu'un qui représente aussi peut-être... tu sais, les gardiens de but, ça a longtemps été un truc de chez nous. C'est un peu le dernier des Mohicans. Ouais, c'est ça, il y a ça. Ouais. C'était nous autres, ça, les gardiens de but. Puis là, c'est pas mal fini. Puis Fleury incarne un peu la fin de ça. Peut-être que ça fait partie de l'équation. Puis je pense que tu as raison, Marc-Antoine, quand tu dis il faut lire la salle. Il y avait cette ambiance-là. Et ce qui ne devait pas être le cas, Bergeron n'a pas eu d'ovation de 2 minutes non plus là, pendant le match. Non. Bon. Ah, voilà. Mais c'est intéressant. Tout est d'accord avec les deux versions. Je pense que les deux points de vue, moi, je suis d'accord avec toi. Bon, ben parfait. Fait que je suis encore plus... fait que je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi à la maison. OK. Aujourd'hui, les gros au ralenti... Excusez. Je parle pas de nous autres, là. Je parle pas de nous autres. OK, Je parle pas de nous autres. Tirez moins, mais tirez mieux. Et quelle époque pour les DG? C'est tellement hockey. Épisode 378. Et Jacques-Alexis vient de me dire qu'il est d'accord avec Gascon, ce qui veut dire qu'il est d'accord avec Marc-Antoine et qu'il est d'accord avec moi. Alors, tout le monde se serre la main et entre dans la danse, Ou pas, dans la joie. Ou pas. Les deux... Vous avez entendu, c'est vos 2 journalistes affectés aux affaires du hockey cette semaine, alors que Marc-Antoine Godin et Alexandre Gascon sont là. Messieurs, bonjour. Bien le bonjour. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Mais c'est mentalement, on a perdu notre on n'est pas aussi sharp. Puis c'est de remettre ça sur la table. Puis c'est pas comme si on est bien loin. Puis on trouve des manières de perdre. Je te dirais, on parle de... Puis le côté analytique, ça dit pas toute l'histoire. Mais les 5 derniers matchs, on a gagné 4 ces games-là. OK? Puis la seule game qu'on a perdue, puis on s'est vraiment fait dominer, c'est la seule game où on est cherché un point. OK? Fait que quand on gagnait, on était dans notre bonne stretch, je sais pas si on avait 4 matchs sur 5 qu'on a gagné, mais on trouvait des manières à gagner. Là, récemment, avec notre lac de sharpness puis de détail, on trouve des manières de perdre, mais c'est pas comme si c'est bien loin. Martin Saint-Louis, après la défaite du Canadien, laquelle, je ne sais plus. Non, c'est la plus récente, là, contre les Ducks de Anaheim. Je l'avais entendu. L'avez-vous bien écouté? Parce que ma question, c'est, êtes-vous d'accord avec ça? Non. Voulez-vous qu'on la remette? Non, zéro. Parce que là, s'il dit... il avait l'air de dire, là, on a dominé au niveau statistique. On est revenu à... On a gagné 4 de ces 5 matchs-là. Pas selon les... Et le seul qu'on n'a pas dominé, c'est celui contre les Devils où on est allé chercher un point. Je pense pas que contre le Minnesota, le Canadien a dominé ce match-là. A gagné. À Détroit. À Détroit, c'était épouvantable. Ouais. Contre Winnipeg, pardon. Et même contre Anaheim, ils ont connu une excellente première période. Et un 40 minutes suivant que j'oserais qualifier de pathétique. Là. Ouh là là, les gros mots. Oui, on sort les gros mots. Alors non, moi, je pense qu'ils ont perdu ces 5 matchs-là. Puis c'est ce que l'affiche indique. Coïncidemment, c'est pour une fois, c'était en adéquation. Ouais. Non, écoute... c'est une déclaration qui me surprend quand même un peu. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand le Canadien a gagné cette fameuse séquence du 15 décembre au 21 janvier, où ils étaient premiers dans la Ligue nationale avec 13 victoires en 17 matchs, on sentait que c'était assis sur quelque chose de solide. C'était pas comme des victoires de début de saison l'année dernière quand Montembeault en volait une, où l'avantage numérique avait connu une super soirée, où le premier trio avait transporté... C'était dû à un élément précis qui avait changé la donne. Non, c'était pas ça. Oui, il accordait souvent le premier but, réussissait à venir de l'arrière. C'était loin d'être parfait, mais c'était vraiment... en raison, je trouvais,
d'un jeu collectif qui était répandu à travers la formation complète, qui permettait aux Canadiens d'être... Alors, on avait l'impression qu'il y avait une structure vraiment solide. Moi, dans ce sens-là, je croyais que le Canadien avait peut-être tourné le coin, un peu un petit coin, un coin à 45 degrés, parce qu'ils étaient vraiment dans la bonne direction. Le système défensif semblait bien assimilé. On l'avait ajusté un peu. Il y avait beaucoup moins d'erreurs de couverture, beaucoup moins d'erreurs d'inattention ou de fioriture, là, des revirements d'entrée de zone, etc. On simplifiait la vie. Tout le monde contribuait. C'est sûr qu'il y avait un peu une période de grâce là, où ça rentrait pour tout le monde. Là. Jake Evans marquait des buts à la pelletée, etc. Mais on savait que c'était pas soutenable. Sauf que quand même, et pour avoir discuté avec... je jasais avec un recruteur hier pour autre chose complètement. Puis il était étonné en me disant, j'ai regardé le match à Anaheim. Le dernier que j'avais regardé du Canadien, c'était contre les Stars. Je ne sais pas lequel contre les Stars, mais ça avait été 2 très bonnes performances. Il dit, j'en revenais pas à quel point il y avait eu un creux de vague. Puis je pense que c'était un peu l'impression que tout le monde avait. Tu sais, même Jake Ottinger avait dit, c'est incroyable la progression de cette équipe-là depuis l'année dernière, j'en reviens pas. Tu sais, donc c'était vu, c'était observé ailleurs dans la LNH. Tout le monde pensait, bon, en tout cas, tout le monde, je sais pas, mais clairement... On croyait que cette équipe-là était différente et ils sont revenus, la chute est brutale, là. Ils sont vraiment revenus à des travers qu'on voyait en début de saison, l'année dernière, des erreurs de couverture bêtes sur des 2 contre 1, entre autres, je pense à Jacky, on perd nos hommes, le but de Alex Killorn, c'est épouvantable, Kirby Dack, entre autres, là-dessus. Il y a plein d'exemples et ça, je ne pensais pas revoir ça. Alors, c'est ce qui est... Alors, je suis absolument pas d'accord avec Martin Saint-Louis, puis c'est ce que je trouve vraiment dommage pour le CH. Oui, moi, de mon côté, j'abonde un peu dans le même sens que toi. J'ai pas l'impression que l'équipe, par exemple, revient à la case départ parce que la formule... La grosse différence, c'est que maintenant, après cette séquence victorieuse-là, le Canadien a au moins une marche à suivre sur qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle doit faire pour connaître du succès. Le Canadien s'est développé une formule. Alors, à partir du moment où tu t'es développé une formule puis tu sais quels sont les éléments à respecter pour connaître du succès, c'est plus facile, c'est plus clair de savoir qu'est-ce que tu dois viser qu'avant d'avoir développé ta formule, puis tu espères juste, tu étais juste à tâtons à dire, à un moment donné, on va trouver une formule. Ouais. Alors, je pense que la différence entre le Canadien d'aujourd'hui et le Canadien de début de saison, elle est là. C'est vrai qu'il y a des erreurs de couverture. Je trouve qu'on le sent rapidement dans les derniers matchs au niveau de l'imprécision des passes. Tu sais, quand les entraîneurs utilisent souvent le terme « être connecté », tu le sens quand les joueurs se trouvent facilement sur la patinoire puis que les passes sont sur la palette. Et que les gars sont en mouvement aussi là, pour les recevoir. Là. Ouais, souvent, absolument. ils ont l'air lents parce que justement, ils sont pas déjà en mouvement quand on essaie de sortir. Fait que cette cohésion-là, elle fait défaut puis on le constate quand même assez rapidement dans les matchs. Fait que c'est comme... de mauvais augure. C'est vrai qu'ils ont joué une excellente première période face aux Ducks d'Anaheim, mais en même temps, Laine et Matheson ont fait des revirements sérieux tout juste devant Samuel Montembeault, puis ça aurait pu être risqué. Alors, je trouve que c'est sûr qu'on peut regarder la séquence de défaites puis dire « ça y est, ils sont retournés à la case départ ». Je trouve quand même qu'il y a des éléments sur lesquels cette équipe-là peut bâtir. Je pense qu'elle n'est pas à l'abri de connaître une autre séquence victorieuse. Mais là, ils doivent nécessairement se retrousser les manches. Puis l'autre jour, Martin Saint-Louis disait c'est une course vers la pause. Hein? On va essayer de se démener pour vider le réservoir jusqu'à la pause du tournoi des 4 nations. Ben là, il vide le réservoir, tu te demandes, coudonc, le réservoir est-tu déjà fini, puis il reste encore 4-5 matchs à jouer, là? Alors, j'ai hâte de voir au retour de cette pause-là quel visage le Canadien va nous présenter, parce qu'il y a aussi le fait que c'est une équipe qui en ce moment est très maganée. Ouais, ça se peut qu'il soit trop tard en revenant de cette pause-là aussi. Ouais, ça vient vite, c'est lundi. C'est ça. Ça vient vite. 4 matchs. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis sur la formule que le Canadien a trouvée, puis c'est sûr qu'ils ont quelque chose à quoi sur quoi se rabattre, là, étant donné cette séquence victorieuse-là. Mais si tu la maîtrises vraiment ta formule ou que tu l'as vraiment comprise, il me semble que tu évites les glissades comme celle-là. Les longues glissades. Mais t'en perds 2, 3. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai 5. quand t'es une bonne équipe. Les Canadiens n'est pas rendu là, puis je pense qu'on le
le savait tous avant le début de la saison aussi. Là. Oui, mais oui. Ce qui a changé la donne, c'est justement ce qu'ils ont réussi à faire. Ouais. Je pense que là, les attentes d'un peu tout le monde, pas nécessairement qu'ils participent aux séries, mais dans leur façon de jouer, leur niveau de jeu, leur excellence ou pas, je pense qu'on s'attendait à avoir un meilleur rendement. Donc, dans cette séquence de défaites-là, si tu perds à l'arraché 4-3 contre les Jets de Winnipeg, mais que ça indique l'allure de la rencontre, je serais assez d'accord. C'est simplement qu'ils ont été, selon moi, largement dominés pendant la majorité de ces matchs-là. Parce que ça, c'est pas indicatif de quelqu'un... Ils connaissent peut-être leur formule, mais ils ont de la difficulté une fois qu'ils sont sortis de la traque, là, des rails, ils ont de la difficulté à rembarquer. C'est ça, la formule, c'est comme évaporé. Parce qu'au-delà, dans ce que Saint-Louis disait, là, des matchs qui ils sont perdus, mais que Saint-Louis dit qu'ils n'ont pas perdu. Au-delà de ça, ce que Saint-Louis disait aussi, c'est qu'ils sont pas loin, que c'est des petits détails, que c'est, dans le fond, je paraphrase, là, mais que quand ça allait bien, ça tombait du bon côté. Là, ça va moins bien, ça tombe de l'autre côté. C'est pas tant ça qu'on voit. On voit une équipe qui a vraiment de la difficulté. Le petit détail face aux Ducks, je trouve que c'est l'instinct du tueur qui était juste absent. T'as l'équipe, t'es sur la route, tu prends les devants 2-0, t'arrives en deuxième période, c'est le temps de frapper le dernier clou, puis de t'assurer que tu vas garder le contrôle de ce match-là, tu vas le mettre hors de portée de l'équipe locale. Puis au lieu de ça, tu vois des Ducks qui se mettent à arriver de façon beaucoup plus robuste, à s'imposer physiquement, puis à graduellement prendre le contrôle de la rencontre. Alors, je trouve que cet élément-là, c'est en même temps, c'est si proche et si loin. Là. Mais quand on parle d'un instinct du tueur, normalement, une équipe, elle l'a ou elle ne l'a pas, ou un certain soir, elle va réussir à le trouver. C'est une partie de ce qui faisait son succès aux Canadiens durant sa séquence victorieuse aussi, c'est qu'il était souvent l'initiateur, il jouait sans complexe, peu importe que ce soit sur la route ou à domicile. Là, je les ai trouvés fragiles face aux Ducks. Alors, c'est intéressant de savoir que Martin Saint-Louis, tout de suite après le match de dimanche, a dit le prochain match, celui face aux Sharks de San Jose, va être le plus important de notre saison. Mais c'est toujours parce que pour la seule et unique raison que c'est le prochain. C'est le prochain match qui est le plus important. Oui, mais je trouve qu'il y a une certaine valeur là-dedans. J'ai tendance à y accorder une importance supérieure, justement, parce que là, c'est à quel point le caractère des joueurs va ressortir pour mettre fin à cette série de défaites-là. Puis, tu sais, ils se sont fait battre par une équipe qui n'est pas meilleure qu'eux autres. Là. Puis là, ça va être la même chose face aux Sharks de San Jose. Fait que c'est... À vrai dire, si les Sharks l'emportent, ça va tenir, ça va tenir du miracle là-bas. Le match crucial pour moi, c'était celui contre Anaheim. Fallait que ça arrête là. Mais il est passé, fait donc... Fait que là, on peut dire il faut forcément le prochain. C'est pas lui, là. Mais c'est plus lui. Il fallait qu'il gagne au moins 2 sur 3 en Californie, puis ils sont pas capables de gagner à Los Angeles, ou en tout cas, c'est extrêmement difficile. Alors, sait-on jamais, mais ça m'apparaît comme... Il fallait pas l'échapper, ce match-là. On se disait en début de saison que... peu importe les résultats, là, l'équipe serait en quête de réponses à certaines questions, à savoir qu'est-ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont sous la main, puis ça allait orienter les décisions pour la suite. 2 de ces questions-là, c'était deux gros qui jouent ensemble, auxquels je faisais référence en ouverture. Kirby Dach, je pense que c'est le gros le plus important, appelons-le comme ça. Puis Patrick Laine, les deux... On dirait qu'en même temps... les deux, d'abord, c'est ça. Les histoires se suivent, là, de longues absences, un retour au jeu. Dans les 2 cas, on avait dit qu'il faut leur laisser du temps. Ça va être important de leur laisser du temps. Là, est-ce qu'il s'est écoulé assez de temps pour qu'on puisse commencer à avoir une idée? Ou est-ce que c'est pas si simple? Parce que, à la lumière de la dernière semaine, puis on en a parlé un peu de Laine la semaine passée, puis vous m'avez dit un peu, voyons, Alex, Laine, c'est pas un bon joueur. Non, c'est pas ça que vous m'avez dit, mais vous m'avez dit, c'est normal, faut pas s'attendre à ce que Laine soit une locomotive c'est pas un moteur, c'est ça. À 5 contre 5. C'est un peu ça que vous m'avez dit. Alors que, moi, j'avais, je sais pas, peut-être étais-je candide, j'avais peut-être des attentes à ce niveau-là. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'effectivement, on commence à avoir une réponse à ces questions, à savoir, est-ce que ces gars-là, au-delà de l'an prochain, au-delà pour les années à venir, vont donner ce à quoi on s'attend? Marc-Antoine.
Ben, je pense que quand on pense aux années à venir puis à obtenir réponse à ces questions, c'est surtout le cas de Kirby Dach qui est important. Oui, absolument. Parce que le Canadien a besoin de savoir à quoi s'en tenir sur sa ligne de centre, puis de savoir est-ce que on peut miser à l'avenir sur Kirby Dach pour être le joueur du deuxième trio ou aller chercher un joueur de centre qui serait aussi bon que Nick Suzuki. Idéalement, ça serait bien. Et puis, j'ai l'impression que Dach ne fournit pas de réponse. Et ne pas donner de réponse, c'est une réponse en soi. T'sais. Alors, il a connu une belle séquence. Là, il semble retomber dans ses mauvais travers. Je parlais tout à l'heure de la pause pour le tournoi des 4 Nations. Je serais curieux de voir de quelle manière Dach va finir son calendrier au retour. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement de dire Kirby Dach, si jamais il n'est pas centre du deuxième trio, ça veut dire qu'il a la lèpre et il ne mérite pas d'être dans cette équipe-là. Tu peux lui trouver une autre chaise. Tu peux lui donner le centre du troisième trio. Tu peux l'utiliser à l'aile. Mais si le Canadien veut être une équipe compétitive dans 2 ans, mettons, elle a besoin d'avoir une ligne de centre qui est beaucoup plus fiable puis qu'on ne soit pas dans une situation où on retient notre souffle puis on se demande quel Kirby Dach on va avoir sous la main ce soir. Et je trouve ça problématique parce que c'est un gars qui, au sommet de ses capacités, est un excellent joueur de hockey, mais tu évoquais l'attente ou la période de grâce au retour d'une blessure. À partir du moment où il a pris son élan puis qu'il dit « j'ai retrouvé mon niveau, je joue en confiance, sans arrière-pensée, puis qu'il est bien », ben là, à ce moment-là, tu peux pas, au moment où il retombe dans une léthargie, dire « ah ben là, c'est sa jambe. » Ça prend du temps, le retour d'une... c'est ça. On peut estimer que la période où il allait mieux, où est-ce qu'il a dit ce que tu viens de dire, que c'était la fin de la période de grâce. En fait, de pouvoir se tourner vers... Tu sais, ça se peut que... Il y a aussi des fois des joueurs qui vont dire certaines choses pour s'en... Ben, pas pour se convaincre, mais pour bâtir leur confiance, puis exprimer une vérité à voix haute, tu vas la rendre encore plus vraie, tu sais. Fake it till you make it. C'est ça. Il y a peut-être il y a peut-être un peu de ça, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, auparavant, ont raté, ont eu de longues absences à cause d'une opération à un genou, puis ça leur a pris 1 an pour revenir. Alors, mais le problème, la question qu'il faut se poser, puis j'ai pas vraiment la réponse à ça, c'est est-ce que le Canadien a le luxe d'attendre jusqu'à l'année prochaine et de savoir l'année prochaine qu'est-ce qu'elle a vraiment avec Kirby Dach? Non. Je pense que le Canadien se dit qu'il peut attendre jusqu'à la fin de la saison puis qu'il devra prendre une décision. À vrai dire, et je pense que le retour de la pause, ça va être... Je pense qu'on va avoir la réponse. Je demandais, est-ce qu'on a la réponse? Je pense qu'il faut patienter. Jusqu'à la fin de la saison. L'organisation va se laisser jusqu'à la fin de l'année pour prendre la décision. J'ai l'impression pas plus que ça. Et ça me paraît correct. Moi, là où je rejoins Marc-Antoine à 100%, c'est que si Dach n'est pas centre du deuxième trio, ça ne veut pas dire qu'il faut l'enduire de goudron et des plumes puis de le sortir de la ville. Là, au contraire, il a déjà démontré qu'à l'aile... Non, mais tu sais, à l'aile avec Suzuki et Caulfield, par exemple, où était Suzuki et Slav, en tout cas, il y a 2 ans... Avec Suzuki et Caulfield. Puis il a joué un petit peu avec Slavkovski aussi dans cette année-là, mais il était tout à fait efficace. Là. Puis il s'était relancé, puis... Il participait de l'excellence de ce trio-là, en tout cas des bons moments de ce trio. Alors ça, j'ai pas de problème avec ça. La vie n'est pas finie. Moi, je pense que la réponse, elle est... Le CH se donne encore un peu de temps, mais je pense que c'est assez clair. Je pense que Kirby Dach ne peut pas être le deuxième centre de cette équipe-là. Il est rendu à 24 ans. Oui, il a démontré de très bons flashs, plus que des flashs, même de très bonnes séquences où on sait qu'il peut être très performant offensivement, mais défensivement... Au niveau de la capacité à absorber des responsabilités en défensive, là, c'est pas... ça n'a jamais été brillant. Il peine aux mises au jeu. C'est quoi, encore 39% cette saison, 38% il y a 2 ans. Il n'a pratiquement jamais été au-dessus de 40%. Ça demeure une facette importante. Il fait beaucoup d'erreurs de couverture. On l'a vu sur le but d'Alex Killorn. C'est pas un gars qui a le jeu défensif dans le sang. C'est pas non plus... Il a été très, très bon en transition il y a 2 ans. On le voyait patiner avec la rondelle. La sortir de sa zone, puis la transporter jusqu'en zone adverse. Il le faisait très bien. On le voit moins un peu cette année. Donc, il y a cet aspect-là de transition qu'on sait qu'il existe dans son jeu, qui devrait être assez propre aux joueurs de centre, mais c'est pas un grand distributeur de rondelles non plus. Pour glisser un mot sur Laine, lui a besoin d'être
alimenter constamment. Là. C'est pas lui qui va faire le boulot, le sale boulot. Le boulot. Le sale Dans boulot. certains cas, c'est le boulot point. Et moi, je trouve pas que Dak est un joueur de centre, tout simplement. Puis là, il est rendu assez vieux. Il y a eu quand même, combien de matchs de jouer dans la Ligue nationale? On parle de... Il approche les 300 matchs là, dans la LNH. Tu commences à avoir une bonne idée de ce qu'est le joueur à ce moment-là. Ah oui. On dit souvent que l'apogée, c'est autour de 25-26, mais il entre dans ces années-là. Alors, et même dans la période de grâce du CH, où Dak a produit, à un certain point, il y avait 6 buts en 9 matchs. Donc, sa production était là. Celle du deuxième trio aussi. Lui a été... eu un break-even. Même pas, un différentiel français. de -3. Ah non. Dans la séquence du Canadien, là, il est le seul où je pense que Pezzetta est à -1. Il n'y a personne d'autre qui est dans le négatif. Là. Même Laine est à +2. Là. Et Kirby Dak est le seul, et c'est le pire différentiel de l'équipe. Alors là, il est à -20 quelques cette saison. Là, il fait froid. Mais même dans cette séquence-là, ça n'a pas été réjouissant, ça n'a pas été joyeux. C'est le pire différentiel de la Ligue. C'est le pire de la Ligue. Il est à égalité avec Philippe Kourachev des Blackhawks de Chicago. Bon. Ils sont tous les deux à -27. -27. Et puis, c'est dur. Dans cette passe-là de 17 matchs, le Canadien était la meilleure équipe de la Ligue nationale. Dak était -3. Tu sais, je pense qu'on a quand même vraiment un bon... Plus qu'un début de réponse, là. On a le sujet amené, posé, puis il est en train de se diviser, là. Tu sais, la thèse est presque complète, selon moi. Puis pour ce qui est de Laine... Ben, à 5 contre 5, c'est une catastrophe. On s'y attendait un peu. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il m'apparaît se surestimer souvent, mais ça, c'est peut-être parce qu'il se sait capable de plus, puis là, il n'a pas encore toute son aisance habituelle. Quoique lui a un peu tassé ça du revers de la main en disant non, ça fait 2 mois que je suis revenu, je me sens bien. Mais c'est ça, il s'en permet... Il se permet beaucoup plus que ses capacités. Lui, exact, il joue au-dessus de ses moyens. C'est pas une si bonne manière de rondelle. Honnêtement, non. Il a un peu l'air de se foutre du concept. Là. C'est pas difficile, quand tu le regardes jouer, là, c'est pas difficile de comprendre pourquoi il était tanné d'y voir la face à Columbus. Là. J'en parlais avec Martin l'autre fois, puis j'étais ça a toujours revirement niaiseux en entrée de zone. Il essaie de passer entre 2-3 gars. Voyons, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de jeu. Simplifie-toi la vie, mets ça dans le fond, envoie Newhook travailler un peu. On l'a vu faire ça un peu. Un petit peu, mais... Puis d'être robuste. Je suis pas certain qu'il... C'était un essai de Kent Hughes. C'était bien pensé. C'était une bonne transaction. Il y avait plein de jeunes défenseurs interchangeables. De toute façon, non, mais il y a eu un choix de deuxième ronde. Il a obtenu un choix de deuxième tour en même temps parce que les Blue Jackets sont payés pour s'en débarrasser, de son salaire surtout. Fait que c'est correct, là. C'était une manœuvre intelligente. Je pense que ça... En tout cas, il nous reste du temps, là, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. J'ai l'impression que... Ben, en tout cas, si le Canadien veut rentabiliser son salaire et cette transaction-là, il va falloir qu'il trouve des solutions en avantage numérique. Moi, je suis un peu surpris de voir que le Canadien est retombé dans son marasme sur l'attaque à 5. Parce que non seulement Laine est une gâchette de tout premier ordre, mais si tu as Cole Caulfield sur la même unité, ça devrait, en principe, à partir du moment où on triche beaucoup pour essayer de neutraliser Laine, ben, tu es en situation quand même de 4 contre 3. Tu devrais pouvoir en profiter, mais on dirait que le Canadien cherche encore des solutions pour pouvoir développer d'autres menaces. Puis je m'attendais pas à ce que ça pose problème. Moi, je croyais que le Canadien était parti pour la gloire avec son avantage numérique. Alors ça, c'est décevant. Il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées d'ici la fin de la saison. Mais, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre Patrick Laine et Alex Kovalev au niveau du style de jeu où on ralentit. La nonchalance. Le fait aussi que, avec le temps, les amateurs ont beaucoup aimé Alex Kovalev à cause qu'il était flamboyant puis il y avait des manœuvres extraordinaires. Mais il y a comme chez bien des gens, on a comme oublié le fait que 4 matchs sur 5, tu l'attendais. Puis c'était juste au 5e match qu'il était là. Laine, je trouve que des fois, d'un soir à l'autre, il y a ce même manque de constance-là. Les circonstances de leur arrivée respective à Montréal sont assez semblables parce que ça n'avait pas coûté cher aux Canadiens pour aller chercher un joueur dont l'équipe précédente est un peu tannée. Ils n'arrivent pas vraiment au même point de leur carrière parce que Laine est un petit peu plus jeune, tandis que Kovalev est arrivé à Montréal, il avait déjà 30 ans. Mais
ça m'apparaît un genre de pari qui est semblable. Ça avait très bien tourné pour Kovalev à Montréal. Il a été élu là, sur l'équipe du quart de siècle. Je pense on n'en a pas parlé de ça. Je pense pas qu'on va je pense pas que l'année va justifier ce type d'honneur-là. Non. Mais écoute, il va être là l'année prochaine. Ils vont lui trouver une place sur le top 9. Mais je trouve que c'est ça. À un moment donné, sa réputation le rattrape un petit peu. Ouais. Puis je trouvais ça intéressant que le Canadien prenne une chance avec lui parce que il se disait, j'ai retrouvé l'amour du jeu. Puis tu te dis, mais si c'est un nouveau départ, mais tu dis, c'est les circonstances pour aller faire son acquisition étaient parfaites. Ouais. Puis c'était une acquisition à coût nul. Maintenant, est-ce que on va être déçu si c'est pas un succès retentissant? Peut-être que ça va finir juste... Ça sera pas grave. Pouette. À zéro. Ouais. Sans... c'est ça, acquisition à coût nul, puis à bénéfice peut-être nul. Dépendant du choix de deuxième tour aussi. Fait que c'était les deux, on prêchait pour ce pari-là l'année dernière. Oui. Puis ne renie pas ça du tout. Pas du tout. Si ça marche pas, parce que la prémisse de départ, c'était si ça marche pas, c'est pas grave. Pas grave. Fait qu'on en est encore. Et cela dit, moi, je serai constant dans ma candeur. Je pense qu'il y a encore du temps pour que toutes ces... comment dire, ce dont on parlait là se réalise, là, que cet amour du jeu et que ci et ça. Puis... Mais c'est vrai que, un peu comme Kovalev, Kovalev aussi, on sentait qu'il était un peu à part. C'est pas nécessairement au sens propre, là, je veux dire, à part du groupe, mais c'est que... C'est ça. Il est un peu pas comme les autres. Un électron libre. C'est ça. Il fait un peu libre penseur. Voilà. C'est ça. Et ça, des fois... J'ai toujours trouvé que libre penseur, ce qui devrait être une qualité, c'est toujours utilisé de façon péjorative. Ouais. Ah, lui, c'est un libre penseur. Cette espèce de tâche qui écœure tout le monde. C'est comme les gens dont la chanson préférée, c'est My Way de Frank Sinatra. Tu dis, ça devrait être une chanson qui célèbre, mais souvent, c'est quelqu'un qui a dérangé, qui a dérangé tout le monde en faisant les choses à sa tête. Ouais. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux. On a un sondage. On a fait un sondage cette semaine. Wow! Oui. Les onomatopées. La maison sont coupable et coupable. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, des sondages par les temps qui courent dans l'univers médiatique. Alors, on a demandé via le Gram. Ah, le Gram. Ça, c'est une belle place. Le Lou Graham. C'est un joueur de baseball, ça? Je sais pas. Non, c'est un chanteur. Ah. Lou Graham. Oui, Graham. Graham. Non, Lou Graham, c'est l'ancien chanteur de Forerunner. Ah, okay. Ah oui? Fais-nous un petit bout. Non. Ish. Pas sûr. On a demandé via le Gram, donc. J'ai vraiment sorti mon accent de je sais pas quelle région du Québec pour dire, au lieu de dire foreigner, de dire foreigner. Les foreigners, oui, c'est ça. C'est pour nos auditeurs de la région de Québec. I wanna know what love is. Ça, c'est les foreigners? C'est bon, Alex. It's cold as ice. OK, ça suffit. Ça aussi, j'avais dit que j'en ferais pas. Dino est capable. T'en as jamais fait au karaoké? Qu'est-ce qui se passe dans le Il chante karaoké? beaucoup trop haut, Lou Graham. Moi, ça, je suis pas Beaucoup capable trop. de chanter ça, moi non plus. Bon. J'ai plus alors, que c'est dans quoi les ta graves. question? Non, mais là, c'est enchaîne. pas important. Parlons du karaoké, des gars du beat et les quelques tu seras filles. invité, là, c'est à la fin Mais de je suis pas la sur le saison. beat. là. C'est à la fin de la saison. OK. Et avant Noël, un peu. Il y en a 2. Puis des fois, pour les événements spéciaux. Ah bon? Il va sûrement y en avoir un pour la Coupe des Quatre Nations. Ah, les 4 nations, ça va être bon. On y viendra. Alors, on a demandé, est-ce que le Canadien peut s'accrocher dans la course aux séries d'ici la pause de la confrontation des 4 nations? Alors, sur le Gram, un sondage, oui ou non? D'après vous, c'est quoi que... Ben, je pense qu'il s'est décroché, là. Je pense que c'est fait, là. Qu'est-ce que ça... Hein? Est-ce que le Canadien peut s'accrocher? Ouais. Je pense qu'il s'est déjà décroché. C'est déjà décroché. Ouais. Non, mais je vous demandais qu'est-ce que vous pensez que les gens ont dit. Ah, C'est ok. trop compliqué, visiblement, alors je vais enchaîner que 47% des gens disent oui et 53% des gens disent non. La démocratie. Le Canadien. Mais ça a évolué parce que ce matin, on était vraiment nez à nez. 49-51. Et là, on n'avait pas statué là, si 50 plus 1 c'était assez. On n'avait pas statué là, de ces détails-là.
Mais ça a évolué. Est-ce que la donc, question était claire? Je pense que oui. Je pense que oui. Dans un contexte où des séries éliminatoires arriveraient. Ça commence comme ça, la question. Vertu de l'entente. En vertu, voilà, des règles. Séries Mais là, à l'heure éliminatoires, actuelle, associations. quand on regarde le classement, le Canadien est plus proche d'un choix top 5 au classement général que d'une place rêve. dans le carré d'as. On va recommencer à se Devant- frotter les mains, là. Ouais, ben alors, mais je pense quand même que il reste 30 matchs, là, puis on a déjà soulevé ce point-là à moult reprises autour de cette table, mais toutes les équipes qui sont en lutte avec le Canadien surfent sur des bonnes séquences, puis après ça, refroidissent, puis après ça, c'est une autre équipe qui s'énerve. Qui fait pas Et après ça, les bonnes équipes, généralement, Sont assez constantes. sont ça. constantes. Mais Là, c'est en pas ce des bonnes moment, équipes. c'est les Red Wings de Détroit qui surfent sur une autre vague. Ils en Les ont eu une première. Highlanders. Les Highlanders également. Lightning, ça va moins bien, par exemple. Oui, absolument. Ottawa. Les Bruins glissent comme on s'y attendait. Quoique, remarque, 6 victoires leurs 10 derniers matchs, c'est Ouais. pas si mal. Mais c'est ça, mais ils font Mais je pense exactement que- ça. Ils ont perdu Le des Canadien- gros matchs, par exemple. Des matchs Ouais. importants. Mais je pense que le Canadien n'est pas nécessairement sorti du portrait pour autant, mais À cause de ça. Mais tu sais, t'as Et 5... c'est le cas depuis le début de l'année. Ouais. il faut- T'as 5 équipes à devancer pour... Oui, mais en même temps, ces équipes-là sont sur des bonnes séquences. Elles vont en avoir une mauvaise. Là. C'est ce qu'elles font depuis le début de l'année. Et c'est ce que le Canadien fait en ce moment. C'est difficile d'imaginer d'autres scénarios. Sauf peut-être pour les sénateurs, juste une Les parenthèse. sénateurs ont décollé. Hein, est-ce que Écoutez, ça, c'est les vrai, ça, sénateurs ou et ils sont les- dans le ventre mou avec les autres? Non, Les ils sont sénateurs troisième sont- dans Non, je dans sais, la mais division. je parle... est-ce que c'est vrai ou est-ce Ah, qu'ils ok, sont dans ok, le ok. ventre mou au Ben, sens philosophique? Je leur souhaite. J'ai regardé le match un peu hier contre Nashville, mais sinon, j'avoue que je les avais pas beaucoup vus jouer. Fait que je vais peut-être pas trop me C'est bien prononcer. ça, Mais... sois humble. Exact, mais pour illustrer le contraste, il y a une dizaine de jours, peut-être 2 semaines, les deux équipes, Ottawa et Montréal, avaient l'année. exactement la même fiche. Depuis ce temps-là, Montréal a perdu 5 matchs, puis Ottawa en a gagné 5. C'était mieux d'en gagner 5. Ça creuse un trou de 9 points. Oui, puis les sénateurs ont reçu de fiers services d'un jeune gardien qui s'appelle Levi Merilainen, qui est un peu leur Jacob de Bèche. Leur hamburger. Oui. Alors, durant Parce que l'absence Linus- de... Il est toujours Linus absent. est toujours absent, puis lui avait connu une excellente C'est ça. séquence au mois de décembre. C'est inespéré, replacé. parce qu'on aurait pu penser Ben, qu'avec Linus- l'absence de Linus, les choses allaient, comment dire, Ouais. planter un Mais peu. là, c'est une mais pas équipe du tout. clairement en confiance. Là. Ouais. Hier, ça paraissait contre les Prédateurs. Puis, non, je pense que j'ai bien l'impression qu'ils vont participer aux séries éliminatoires. Puis j'ai le goût de dire enfin. Là, je suis pas contre l'idée de voir des nouveaux visages. Là. Juste quelques réponses, parce qu'on pouvait répondre aussi, est-ce que le Canadien peut s'accrocher à une place en série? Sur le Facebook, Hugo, malheureusement, depuis que Goulet s'est accroché dans ses patins, ça sent la fin du mix. Vous pouvez commenter. Claude, oubliez ça. Martin, désolé, c'est terminé. Ça va être difficile, dit Mo. Samuel dit non. Yvan dit non. Et ce n'est pas l'objectif non plus. On a les amateurs du repêchage qui sont de retour. Ah oui, on les entendait moins quand On les même. entendait moins. Ouais. Ils vont s'accrocher dans la course, oui, mais c'est pas pour cette année. Et c'est ça qui était prévu. L'an prochain sera très important, par contre. Ce sera le début de l'ère fort du CH. Ça, c'est Dave qui dit ça sur Facebook. Ça va prendre un joueur de centre. Ben, c'est ça. Ben, enfin, Il va falloir que le Canadien trouve une façon d'aller chercher un vétéran joueur de centre. À mon humble une petite dernière sur le tube. Vince qui dit non. Non, mais c'est bien. C'est parfait. C'est assez cohérent parce que tu nous disais 53-47, mais tout ce que tu as nommé, Il y a beaucoup de noms. c'est tout du nom. Là. Ou presque. Oui, ben j'ai pas fait exprès, mais t'as raison. Mais là, c'est ça, le sondage aussi, c'est moins engageant. C'est peut-être Ouais. que les gens qui pensent que ça arrivera pas sont motivés. Oui. Ils écrivent, alors que, bon, les gens qui pensent que ça se peut, c'est pas... c'est ça, tu veux juste cliquer oui, tu fais pas c'est pas une grosse prise de position. Et ça illustre probablement la situation. Hey, un mot sur une chronique que tu as écrite, Marc-Antoine, que ce qui m'a... Ça m'a jeté en bas de ma chaise. Ah ouais, hein? Ben, parce que Martin Saint-Louis a dit ça à quelques reprises pour expliquer le fait que le Canadien ne tirait pas beaucoup. Il disait, on n'est pas une équipe de volume. Mais Moi, il je suis- disait souvent ça prend plus de volume. Oui, il a dit ça aussi, mais des fois, il disait que c'était pas ça, c'était pas tant ça.
ce qui laissait supposer qu'on privilégiait une certaine qualité au lieu d'une quantité. Puis semble-t-il, bien là, pas semble-t-il, selon les chiffres, ça s'observe. Les équipes tirent moins. C'est ce que tu détailles dans ton texte. Ça a toutes sortes d'impacts sur les autres statistiques, mais moi, je retiens que il se marque quand même moins de buts. Il se marque un peu moins de buts, absolument. Absolument. En fait, de façon... C'est pas un déclin qui a été observé à chaque année parce qu'il y a eu un petit soubresaut l'année dernière, mais si on prend une tranche de 4 ans, là, au retour de la pandémie, la saison 21-22 a été une saison extrêmement offensive. 20-21 puis 21-22 ont été des saisons très offensives dans la Ligue nationale, mais depuis ce temps-là, il y a une régression. Il y a un déclin au niveau des buts qui sont marqués, au niveau du nombre de tirs qui sont enregistrés en moyenne par les différentes équipes. Mais moi, ce qui me frappait, c'est qu'en même temps, le taux d'efficacité des gardiens a baissé aussi. Alors, il y a comme quelque chose qui accroche. S'ils se marquent moins de buts, mais que les taux d'efficacité baissent, c'est peut-être il faut vraiment qu'il y ait beaucoup moins de lancers. C'est ça. Mais en contrepartie, le taux de conversion des lancers ou le pourcentage de tirs, si vous préférez l'anglicisme, ça, c'est en nette progression. Alors, c'est justement ce qui m'a posé à aller sonder différentes personnes pour dire est-ce que finalement, la façon dont on produit de l'attaque en ce moment, c'est qu'on est en train de troquer la quantité pour la qualité. Il y a encore des équipes qui sont... On tire autant qu'on peut, let's go. Les Hurricanes de la Caroline, ça a toujours été leur mantra sous Rod Brindamour. Les Panthers de la Floride aussi, c'est une équipe qui mise sur le volume. Mais quand Martin Saint-Louis dit on n'est pas exactement une équipe de volume, c'est presque un choix conscient. Parce que Mike Sullivan des Penguins de Pittsburgh voyait les choses de la même manière. Puis il y a de nombreuses équipes qui disent nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir la possession en zone adverse et on va identifier le moment où il va y avoir une brèche qui va s'ouvrir, puis on va utiliser notre lancer au bon moment pour générer une chance de marquer. Alors, le gardien de but, Cam Talbot, à qui j'ai parlé à Détroit l'autre jour, il dit ça se peut qu'on ne reçoit plus 35 lancers par match comme autrefois, mais il dit à l'époque, il y avait, lui, il appelait ça des feel-good shots. Donc, tu sais, des lancers qui aident à réchauffer le gardien, à le mettre en confiance, etc. Puis tu dis, tu sais, toucher du caoutchouc. Là, ça fait dans ton match. Exactement. Mais il dit, ces lancers-là n'existent plus. Alors, même si on reçoit 20-24 lancers par match, là-dessus, tu as 15 chances de marquer à haut danger. Alors, il dit, pour les gardiens de but, ça devient extrêmement difficile, de se mettre dans son match, puis c'est que tu es défié constamment parce que la sélection des lancers est beaucoup plus chirurgicale et fait en sorte que la façon aussi d'attaquer a changé, puis sont confrontés, les gardiens de but, à plus de circulation devant leur filet que jamais. C'est un raffinement. C'est comme un raffinement de cette notion-là de tirer au but. Et est-ce que c'est la fin du bon vieux tire, on ne sait pas ce qui va arriver. Tire, on ne sait jamais. Ben, comme disait Wayne, qu'est-ce qu'il disait donc? Tu rates 100% des... C'est pas Michael Jordan qui disait ça? Tu rates 100% des tirs que tu prends pas. Oui. C'est ça. Fait que non, je pense qu'il y a c'est Albert Einstein qui disait ça. Il y a quand même une notion, tu sais, justement, Martin Saint-Louis s'était un peu rabattu là-dessus quand son équipe traversait une période difficile. Il avait dit là, c'était à Toronto, je pense, la première fois qu'il avait dit ça. Et Toronto avait été leur 6e défaite de suite avant. Et le prélude à la remontée. C'est plus qu'une embellie. À la remontée, disons. Ouais. Et il avait dit ce matin-là, on va y aller au volume. Donc, je pense qu'il va toujours y avoir un peu cette notion-là au hockey où, tu sais, c'est jamais un mauvais jeu. Si tu atteins le filet, on s'entend, là, parce que si tu attires 10 pieds à côté puis qu'elle fait le tour puis qu'elle sort de la zone, c'est une autre chose. Mais c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec ce que Marc-Antoine a constaté. Ça reste qu'un tir au but, c'est jamais tant que ça un mauvais jeu, mais visiblement, les attaques sont plus sélectives. Puis je regardais depuis 2021-2022, la plupart des meilleurs taux de conversion chez les tireurs sont effectivement cette année. Là. Dans le top 10, il y en a 6 ou 7 des joueurs qui ont le meilleur taux de conversion. Ça s'est passé cette année, dans les 4 dernières saisons. Donc, ça appuie un peu ce que tu dis. Ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que
le contre-exemple, c'est ceux qui sont reconnus comme étant les plus grands tireurs au volume. Nathan McKinnon, David Pasternak, Austin Matthews. Eux, leur taux de conversion de lancer a diminué cette année. McKinnon est sous les 10 % je pense, pour la première fois de sa carrière. Donc, c'est peut-être juste comme ça, là. C'est peut-être il y a peut-être une anomalie, mais quand tu regardes à la grandeur de la Ligue, c'est frappant. Là, je pense, à vue de nez, je me souviens pas, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense que l'année dernière, le taux de conversion des lancers à travers la Ligue est à 10,2 % puis est à 10,5 cette année. C'est un gros bond, là, quand même, d'une saison à l'autre. Alors, c'est ça. Puis la façon d'attaquer change. Il y a une autre chose dont il est question dans mon article, c'est que le fameux dompage de rondelles qui était plus en vogue pendant un certain temps. Les systèmes défensifs se sont resserrés et font en sorte qu'aujourd'hui, on l'entend beaucoup à Montréal avec Martin Saint-Louis, mais le refrain est répété ailleurs, c'est-à-dire on va rentrer en possession de la rondelle puis on va garder le contrôle de la rondelle si on est en situation de surnombre. S'il n'y a pas de situation de surnombre, on envoie la rondelle derrière les défenseurs. Et une fois qu'on a récupéré la rondelle en fond de zone, le jeu qu'on va faire pour ramener la rondelle à la ligne bleue, remonter la zone puis renvoyer à notre défenseur, ça va être ce genre de jeu-là qui va nous permettre justement de briser la structure défensive adverse. Puis si on se souvient, au début de la saison du Canadien, dans les 6-7 premières semaines du calendrier, ça leur causait énormément de problèmes, le mouvement de rondelle depuis le fond de la zone. Puis ça remontait. C'est le moment, la fameuse défensive hybride, où finalement, tu es en zone en dessous du point de mise en jeu et tu te redéploies en homme pour homme quand la rondelle remonte dans le haut de la zone. Mais le redéploiement, passer de l'un à l'autre chez le Canadien, ça posait énormément de problèmes à l'équipe dans les premières semaines de la saison. Alors, les autres équipes festoyaient, puis ils en profitaient au maximum de cette structure défensive-là qui cassait et puis les autres équipes en profitaient. Donc, c'est ça, renvoyer la rondelle vers la ligne bleue offre de nouvelles occasions. Le tir de la ligne bleue a été un peu rétabli, ou pas rétabli, mais il a été... réhabilité, exactement. Il est de retour dans les bonnes grâces. Parce que, alors, c'est pas nécessairement de dire, ben là, on envoie un tir au filet puis advienne que pourra, mais c'est aussi de dire, le premier lancer va... S'il y a suffisamment de circulation, on va générer un retour, peut-être une déviation, puis on va créer du chaos. Et parlant de la qualité des tirs et des tireurs, il faut rendre hommage à M. 6 %. Je pense que l'occasion est là. C'est Antoine n'était pas là avec nous. C'est maintenant que ça... Il n'était pas là. Il n'était pas né. Il n'était pas né. C'est quoi ça, M. 6 %? M. 6 %, c'est Arthurie Lekonen. OK. Martin et moi, on s'amusait un peu... en toute mauvaise foi, je dirais. Oui, parce que c'est un joueur qui était tellement apprécié. Oui, il y a eu une saison... En toute mauvaise foi. Il y a eu une saison où il a tiré en moyenne à 6 %. Donc ça veut dire que 6 % de ses tirs rentraient dans le but. Exactement, et était converti en but. C'est pas très, très bon, là. C'est bien en deçà de la moyenne. Alors, il y a eu une autre saison avec le Canadien à 7 % aussi. 7,3. Mais il avait gardé son nom. Le nom n'a pas changé. Son nom de M. 6 % l'a suivi, mais c'est ça, c'était beaucoup de mauvaise foi de notre part. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais pris une séquence, je pense qu'on était à Vancouver, puis je l'avais filmé à l'entraînement. Il manquait le but. Puis le Conan, il était tout seul devant le filet. Pourquoi? Il n'y avait pas de gardien. C'était un gentil garçon. Mais c'était à l'époque où on le surnommait M. 6 % puis ça m'amusait. Puis il est tout seul devant le gardien. Il n'y a pas de gardien. Il est tout seul devant le filet à l'entraînement. Puis il tire à côté. Puis là, il regarde sa palette. Voyons. Puis j'avais juste comme isolé ça, puis je l'avais mis sur les réseaux sociaux. Encore une fois, en toute mauvaise foi, en disant Lekonen dans une coquille de noix. Et depuis ce temps-là, il me fait mentir allègrement. Et cette saison particulièrement, Lekonen a égalé son sommet personnel avec 21 buts en 42 matchs. Il tire à 23,6 %. C'est dans le top 5 de la Ligue nationale présentement cette saison. Alors, premièrement, félicitations, chapeau, je voulais lui rendre hommage. Mais depuis son arrivée au Colorado, ça s'est complètement transformé. Il est passé de 13 points quelques quand il a terminé la saison en 2022, quand il est débarqué après la date limite des échanges, à 14 l'année suivante, à 15 l'an passé, à 23,5 cette saison. Mais clairement, depuis qu'il est au Colorado, il tire en moyenne à 16,5. Et c'est quand même ça. On parle de 3 ans, là. Ouais. Donc l'échantillon est assez bon. Alors, lui aussi privilégie la qualité et a les comparses pour la lui offrir. On s'entend.
Bon, ça date d'il y a quelques jours, mais bon sang, est-ce que dans les médias, là, est-ce qu'on a insisté sur l'importance que ça a d'annoncer d'abord 3 ans, pour les 3 prochaines années, quelle sera la hausse du plafond salarial? Donc déjà, il y a ça s'était jamais vu. On annonçait toujours ça une année à la fois, ce qui pour un gestionnaire, comment dire, est quelque chose avec lequel il faut composer. Là, ça change complètement la donne. Les gestionnaires vont pouvoir prévoir jusqu'à 3 ans à l'avance. Et le plafond salarial va faire un bond ultimement là, dans 3 ans. Évidemment, s'il y a prolongation de la convention collective et ci et ça, mais reste que, on envisage un bond astronomique qui ferait passer le plafond à 113,5 millions ultimement dans 3 ans. C'est une hausse de 25 % en 3 ans. Comme ton dernier contrat, comme ton salaire, comme... Ta renégociation. Comme ta renégociation, comme le prix... Non. Comme le prix des céleris. Non, il y a une occasion là, de faire un lien, le 25 %, mais c'est pas de ça. Ici, c'est un espace où est-ce qu'on prend congé. On prend congé de ça. On pourrait en parler. On a le goût, peut-être. On pourrait parler de Marif. On pourrait parler de Sarif. On pourrait parler de... Non, les riffs. Reste que c'est effectivement une hausse de 25 % du plafond salarial. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point vous pensez que les DG vont virer sur le top, parce que c'est une vraie occasion de virer sur le top. Et moi, si je venais de signer 8 ans à 7,5 millions, je le regretterais. Mais les deux... oui, je pense à toi, Youraï. Les 2 années subséquentes demeurent des prévisions. Oui. Donc, ça peut être encore ajusté. C'est toutes des prévisions. C'est toujours des prévisions. Non. L'année prochaine, c'est coulé dans le béton. Ouais. C'est 95,5, je pense. C'est ça. Donc, l'année prochaine, le plafond sera de 95,5. Okay. C'est parce qu'on dit toujours que c'est des estimations puis que c'est à la fin qu'on calcule... Non, mais oui, à la fin, ils vont rééquilibrer si besoin est. Mais le plafond salarial sera de 95,5 millions l'année prochaine. Ça peut changer. Le 104 dans 2 ans et le 113 dans 3 ans peut varier. C'est pas sûr que ça va être ça. Je comprends. Mais reste que si on l'annonce, c'est pas pour l'amputer de 25 % dans 2 ans. Non, mais le monde dans lequel on vit étant passablement chaotique en ce moment, c'est quand même... Les prévisions demeurent ce qu'elles sont. Là. Okay. On se projette. Tu as raison que ça risque. C'est sûr qu'il va y avoir un bon d'importance parce que les revenus de la Ligue sont en hausse. On parle de plus de 6,5 milliards maintenant. Le prochain contrat de télévision, le droit de télévision. Les droits canadiens. Le droit canadien de télévision, télévisuel, sera à remettre sur la table, donc à renégocier d'ici 1 an. Mais ils vont commencer bientôt, mais il reste 1 an et quelques là, au contrat. Alors, c'est sûr que la Ligue est en très, très bonne santé financière. Puis ça va permettre aux directeurs généraux, effectivement, je pense, de planifier un petit peu plus à long terme. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des équipes qui pourraient en pâtir parce qu'au Canada, là, 114 millions, ça fait combien, ça, en dollars américains? Ça dépend de la journée où tu regardes. Pas loin de 170. En fait, 114, oui. C'est peut-être pas loin de 170 millions US. Oups, je vais trouver ça, là. Mais qui est... C'est pas toi avec toi qu'on parlait de ça, mais... Non, je pense que c'est Elliot Friedman sur 32 Talks qui disait... Je vous confonds tout le temps les deux. Vous avez la même coiffe. Non, c'est sûr que si le plafond augmente à 113, au-delà de 110 millions, il va y avoir moins d'équipes qui vont dépenser jusqu'au assurément, ça, c'est sûr. Oui. Il va y avoir... équipes canadiennes, ça inclut un paquet d'équipes. Il y a un partage, il y a quand même un partage des revenus qui fait en sorte que tu n'as pas nécessairement les équipes bien entières, les équipes pas nantis du tout, mais cela dit, il va quand même y avoir un clivage qui va se développer parce que tu as des équipes qui sont déjà un petit peu saturées au niveau des revenus qu'ils sont capables de générer sur le prix des billets, tout ce qu'ils sont capables d'aller chercher de la part de leur clientèle, la grosseur du marché, s'il est question s'il est question également d'équipes canadiennes, évidemment, on pense à des formations comme les Jets de Winnipeg ou les Sénateurs d'Ottawa, mais si en plus tu inclus la faiblesse du dollar canadien, où là, toutes tes dépenses sont en argent américain, mais tes revenus sont en argent canadien, tu y perds au change. Alors, ça fait en sorte que les équipes, il y a certaines équipes qui vont dire, nous, on va se fixer un budget interne, comme ça a déjà été le cas, et puis on ne dépensera pas jusqu'au plafond salarial. Alors, c'est vrai qu'à grande échelle, tu peux te dire, c'est formidable pour tous les joueurs autonomes, let's go.
je pense que ça va être surtout d'excellentes nouvelles pour des gars comme Mikko Rantanen, pour les joueurs de pointe qui, eux, vont faire sauter la banque. Mais il va y avoir un piège à éviter de ne pas donner de l'argent à gauche, à droite à des joueurs que tu peux remplacer autrement, puis qui vont être peut-être disponibles à moindre coût. Fait que si tu cèdes à la tentation de donner 1 million de plus ici et là à un joueur complémentaire, un joueur de profondeur, ben à un moment donné, tu vas arriver au bout de ton plafond salarial, puis tu vas avoir perdu ta flexibilité. Alors, c'est sûr que c'est un terrain de jeu formidable pour les équipes qui ont beaucoup à dépenser, mais je pense que c'est quand même c'est comme se faire donner une carte de crédit. À un moment donné, c'est le fun de l'utiliser, mais si tu la maximises... il en reste plus. Il en reste peu. Moi, je parle d'expérience. 114 millions en ce moment, US, c'est 163 millions en dollars canadiens. Donc, t'imagines le bond dans les dépenses des organisations canadiennes, c'est hallucinant, là. Est-ce que des équipes riches, même... Ouais, ben voilà, est-ce que le Canadien de Montréal fait... c'est ça, va dire, là... Parce que ça nous intéresse. Si on est vraiment autres. bon, potentiellement, qu'on va se rendre jusqu'à la limite, mais si on n'est pas certain de notre coût cette année, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser en conséquence? Alors, honnêtement, faudra voir. Le Canadien va être capable de dépenser jusque-là. Probablement. Et le dollar restera pas aussi faible d'ici 3 ans. Il y a cette donnée-là, évidemment, qu'on ne contrôle pas, mais... c'est sûr que ça va changer pas mal les choses. Je pense que la classe moyenne a été beaucoup compressée dans les dernières années. Ouais, c'est eux qui vont être les gagnants, tu penses? Ben non, pas les seuls, mais je pense que ça devrait un peu leur permettre de dilater leur réserve. Dilater le joueur, les poumons. Ils vont pouvoir respirer trio. mieux. Dilater les poumons de la classe moyenne. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas donner à tort et à travers des 5-6 millions. Mais ça va se faire. Probablement, surtout les équipes qui se disent, nous, on y va, on dépense, ça ne nous dérange pas d'aller jusqu'au plafond. Peut-être qu'en allant chercher des joueurs de milieu de formation comme ça, puis en les payant maintenant 5-6 millions parce que ça ne devient plus un salaire de petite vedette, ben, ça va permettre à la classe moyenne de la Ligue nationale de respirer un peu on s'entend. Ouais. C'est surtout que si... Là où il y a des équipes qui pourraient céder à la tentation, c'est que même si c'est des joueurs de milieu d'alignement, si tu as identifié un profil de joueur qui te manque à ton équipe, à toi, tu dis, nous, on a plus besoin de ce joueur-là qu'une autre formation et qu'à ce titre-là, on est prêt à lui donner davantage. Pas nécessairement parce que voici ce qu'il vaut, c'est voici ce qu'il vaut si on le place dans notre équipe. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, par exemple, il y a un jeune joueur avec les Sénateurs d'Ottawa, Ridley Gregg, qui est une petite peste, puis un gars qui est un bon joueur de hockey, mais c'est un gars qui amène une espèce d'énergie particulière, un peu un fauteur de trouble. Mais il y a des équipes, s'il y a ce genre de profil-là qui devient disponible sur le marché, il y a des équipes qui vont se dire, nous, une personnalité comme celle-là, ce genre de joueur-là sur la glace, on en aurait besoin, puis ça ne sera pas nécessairement une question de but puis de mention d'aide. T'sais. Alors peut-être que ce sera un genre de profil de joueur pour lequel les équipes vont donner des millions additionnels. Mais si on ramène ça aux Canadiens, je pense qu'ils sont quand même dans une position qui, dans l'ensemble, malgré la faiblesse actuelle du dollar, le Canadien est bien positionné, d'autant plus que son premier trio est déjà signé à long terme. Pour des sommes qui vont sembler dérisoires dans 2 ans. Là. Dérisoires, je sais pas. Ridicules, des montants ridicules de la monnaie, de la menu. La menu monnaie. Ouais. Ridley qui paye souvent le prix pour marquer des buts dans des filets déserts. Hein. Je sais pas si tu as vu hier encore. Celui qui a assuré la victoire de l'Ottawa contre Nashville. Puis il a fini dans le but en même temps que la rondelle. C'est aussi lui ça compte juste pour un. Là. C'est juste un. Ouais. C'est aussi lui que Morgan Rally avait double échequé au visage après qu'il ait pris une garnotte dans un filet désert. Donc, de ce que je comprends, c'est que il y aura un avantage pour les joueurs de rôle, entre guillemets. Tu parlais de personnalité, mais... ultimement, tout le monde devrait en profiter. C'est ça. Parce que le plafond a été coincé pendant très, très longtemps. Puis avec comme résultat qu'on continuait de payer les joueurs vedettes, peut-être pas au niveau... L'inflation... Ils en souffraient pas tant. Non, ils en souffraient pas tant, mais ça n'a pas augmenté autant qu'on aurait pu le croire. Mais sinon, on essayait de remplir ça avec des joueurs sur des contrats de recrues, là, un premier contrat professionnel. Fait que là, entre les deux, ça avait été comprimé. Là, je pense que tout le monde va... Un élément qui va être à suivre aussi, c'est le fait qu'il y a des joueurs qui pourraient se faire donner des contrats plus payants
en échange de renoncer à des clauses de non-échange, des clauses de non-mouvement. Alors, si on te paye plus, on le fait de façon à ce que l'équipe puisse garder sa flexibilité, la possibilité de pouvoir ça échanger ce contrat-là. Exactement. Ouais. Ben oui, ça s'achète. Alors, dans un contexte où tu as plus d'argent à dépenser, tu dis, OK, on va donner plus d'argent, mais on ne rentre pas de clause là-dedans. C'est ça. Alors que là, il s'en donnait beaucoup des clauses parce qu'à un moment donné, l'argent, c'était plus... c'est ça. Alors, il y a des équipes qui se sont vraiment attachées les mains de cette manière. Intéressant. Est-ce que Jake, donneriez-vous 4 millions à Jake maintenant là, qu'on sait là, qu'on nage dans l'espace salarial? Pas 4, là. Non, mais est-ce que ça va avoir... Pensez-vous que s'il avait signé il y a 2 semaines, il aurait regretté? Ou du moins que ça change sa situation? Peut-être que ça aurait Répondez été donc pas. Ben, c'est difficile de répondre à ça. Non, mais... allez, ça fait. Qui va être échangé là, dans la... Parce qu'il y a toujours... Non, mais c'est... En fin de balado, je suis plus grognon. Avec la... En fin d'enregistrement... Moi, c'est au début. Tu vois, c'est ça, on s'échange. Ouais. Qui va être échangé? Change de sujet là, abruptement. Soyez... levez la tête. Il y a toujours un échange qui se fait dans l'heure où on termine l'enregistrement, là, quand on rentre à la maison. Là, ça va être qui? Là? En tout cas, c'est la date limite avant l'heure parce que des gars en fin de contrat qui changent d'adresse. C'est sûr. Il en reste moins. Michael Granlund, c'en était un pas pire, ça. Là, on donne un choix de premier tour pour des joueurs de location. Ça va coûter cher cette année, j'ai l'impression. Parce que le marché a déjà, c'est ça, indiqué ça. A parlé. Ouais. Le marché a parlé à coup de choix de premier tour pour des joueurs de location. Mais ça va bouger plus là avant le gel de la confrontation des 4 nations. Non, il va toujours y avoir du mouvement avant la date limite des échanges, là, mais ça a bougé plus que ce qu'on pensait. Ouais, mais à chaque année, maintenant, un mois avant la date limite, l'année dernière, autour du match des étoiles, Monahan était parti. Il y avait eu quelques échanges aussi. Elias Lindholm, ça s'était fait de mémoire. Il semble que ça s'était fait même un tout petit peu avant Monahan, puis là, justement, la veille, puis le marché avait pogné les quételles un peu, puis c'est là que Monahan était parti à Winnipeg. Donc, il y avait de ces gros noms qui avaient déjà bougé. Alors, oui, je pense que ça précipite les choses, cette première échéance, mais ça va continuer. Ce que je trouve intéressant à surveiller, c'est que sur le marché des joueurs de centre, à la suite de l'échange de Granlund et du fait que les Islanders de New York sont dans la course, c'est pas évident que les Islanders vont décider d'échanger Brock Nelson. Yanni Gourde est blessé pour 2 mois. Alors, il ne sera pas disponible à la date limite des transactions. Le nombre de joueurs de centre qui sont en dernière année de contrat, qui ne font pas partie d'équipes qui vont participer aux séries, ça m'énuise drôlement. Ce qui fait que là... Ryan O'Reilly, peut-être. Ryan O'Reilly, effectivement. Mais là, Jake Evans et Christian Dvorak pourraient bénéficier ou faire bénéficier aux Canadiens d'un effet de rareté. T'sais. Parce qu'à part ça, il va rester... Alex Kerfoot, il va rester Ryan O'Reilly, effectivement. Pour 2 saisons. Il y a 2 autres saisons à son contrat. Oui, mais là, je parlais des joueurs autonomes sans compensation. Ouais. Riley, c'est sûr que lui... C'est une autre... Ouais. J'ai hésité à le dire. Mais O'Reilly... Il va peut-être manquer un centre d'expérience. Tu disais ça en parlant du Canadien tout à l'heure. J'ai hésité à le dire. Je ne l'ai pas dit. Moi, c'est pas nécessairement O'Reilly, mais c'est de cet ordre-là. Puis je pense dont je pense que le Canadien a besoin pour 2 ans. Pour l'année prochaine. 2-3 ans. Le temps peut-être que Michael Age devienne un... Ça va prendre du temps aussi. Mais on sait pas. Parce que ça change vite. Exactement. Ça change vite. Alors, qui aille chercher un bon deuxième centre qui a de l'expérience... Monahan en est le plus bel exemple. C'est pour ça me fait cette penser. équipe-là. Ouais. O'Reilly coche plusieurs cases, mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est au niveau de sa vitesse. Je ne suis pas sûr que le Canadien soit emballé par sa vitesse qui est en déclin. Et l'autre affaire, c'est que c'est un gars qui, même s'il n'a pas de clause de non-échange, d'après ce que je comprends, il a une... Sera traité comme tel. Et puis... C'est pas évident qu'après tout ce qu'il a traversé au fil de sa carrière, des arrêts, entre autres, à Buffalo, il y a eu un essai infructueux à Toronto, il arrive à Nashville, les choses ne fonctionnent pas. Infructueux, il avait été très bon. Il avait été très bon dans son court séjour à Toronto, quand même, en série.
Les livres se sont effoirés, comme d'habitude. Là, mais... Ben oui, c'est ça. Mais O'Reilly, on disait, voilà ce qui manquait aux Leafs pour avoir du succès en série. Ryan O'Reilly, je me rappelle, c'était la boutade du moment. Je suis pas certain qu'à ce stade-ci de sa carrière, se retrouver avec une équipe qui n'est pas prétendante à la Coupe Stanley, ce serait vraiment sa tasse de thé. Alors, ces deux éléments-là sont... ce qui est le problème pour tous les vétérans, dans le fond. Si tu veux aller chercher un vétéran joueur de centre. Absolument. Matt Duchesne, peut-être? L'année prochaine? Ben, c'est parce que Duchesne va falloir... c'est un joueur autonome. Oui. Ce qui est le fun avec O'Reilly, c'est que c'est 1 an. Tu peux y aller comme un an à la fois. Deux autres saisons. 2 autres saisons, mais c'est ça, c'est bien. C'est déjà... Je pense pas que Duchesne va signer pour 2 ans. Si jamais c'est le cas, ça pourrait effectivement être une option. À 34 ans. Intéressant. En termes de vitesse, entre nous, pas du temps que ça. Les Prédateurs devraient peut-être le garder, O'Reilly aussi. S'ils veulent un jour... Eux sont un peu dans le pétrin. En tout cas... Ce sera l'épisode. On en reparlera, mais... On aura l'occasion d'y revenir. Hey, Alexandre Gascon, Marc-Antoine Godin, vous êtes nos 2 journalistes affectés aux affaires du hockey. Avec beaucoup de plaisir, en plus. Vous êtes bons, en plus. Ah, mais quoi. Trop fort. Merci. Un gros merci pour ça et merci pour cette heure passée en votre compagnie. Un plaisir, mon cher. Merci à toi, Alexandre. C'est une fois de temps en temps que ça revienne. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tel Manqué. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Couchez-vous pas trop tard. Ça sera pas facile. Et on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.